Bonjour, je souhaite Ramadan Karim pour tous les musulmans du monde et je réitère mes souhaits de bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers QSE. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'actualité marocaine, légale et réglementaire du premier trimestre 2022. Donc restez concentrés avec moi durant toute la vidéo. Après analyse et examen des bulletins officiels parus durant le premier trimestre 2022, je vous ai fait une extraction des textes applicables en matière de QSE. Donc, le premier texte concerne les matières fertilisantes et les supports de culture qui a été publié sur le BO numéro 7054 du 6 janvier 2022. Il concerne la loi numéro 53-18 relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture. La présente loi fixe le régime applicable à la mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à leur utilisation et leur contrôle, ainsi que les activités qui leur sont liées. Une matière fertilisante, toute substance appliquée ou destinée à être appliquée sur des végétaux ou des champignons dans le but d'apporter des éléments nutritifs ou d'améliorer leur efficacité nutritionnelle. Adjuvant, c'est une substance ajoutée à la matière fertilisante, modifiant ainsi ses qualités physiques, biologiques et chimiques. Support de culture, toute matière servant de support de culture aux végétaux ou aux champignons. Donc 6 juin, l'extraction des exigences des chapitres de la loi. Elle concerne la Commission nationale des matières fertilisantes, sa création, sa composition et sa mission, l'autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture, à savoir la demande d'autorisation, des documents associés, les exceptions de certaines matières fertilisantes et les cas de retrait de l'autorisation. Aussi, la loi précise les dispositions relatives aux emballages et à l'étiquetage, et notamment l'étanchéité, la résistance aux intempéries et aux chocs. L'emballage doit permettre de maintenir la stabilité du produit. On renvoie également à la loi 2800 pour le traitement des déchets des emballages, des matières fertilisantes, des supports de culture et des adjuvants. Les agréments des activités et certificats individuels allant de la demande jusqu'à la durée de validité de l'agrément, qui est de 10 ans, et pour les certificats individuels est de 5 ans. Aussi l'autorisation de l'expérimentation des matières fertilisantes, adjuvants et supports de culture, et l'agrément des personnes faisant l'expérimentation, et aussi elle traite des dispositions diverses et des procédures d'infraction et de sanctions relatives au non-respect des exigences de cette loi. Toujours sur le même BO 7054, un arrêté sur la sécurité des produits et services des joints non métalliques et concerne les joints métalloplastiques, les joints en papier et les joints en liège. L'arrêté précise que les produits fabriqués à partir des matériaux doivent être conformes à la norme marocaine de référence NM 22.1.039. Ils doivent être exempts d'amiante. Et pour l'évaluation de la conformité, l'importateur ou le producteur doit accompagner ces produits par un échantillon de matériaux non perforés à partir duquel le joint a été fabriqué, constitué de 2 plaques selon les 2 formes précisées sur l'arrêté. Et le rapport établi par l'organisme d'évaluation de la conformité doit être conservé. Toujours sur le même BO, mais cette fois-ci, ça concerne les énergies renouvelables et plus précisément l'injection d'énergie électrique produite à partir des sources d'énergie renouvelables. Donc cet arrêté fixe les enveloppes pour l'injection en réseau électrique de moyenne tension sur les 10 années de 2022 à 2031. Donc c'est un arrêté qui vient pour clarifier l'article 8 du décret numéro 2-15-772 qui exige que chaque gestionnaire de réseau électrique de distribution, en concertation avec le gestionnaire du réseau national de transport, propose au ministère chargé de l'énergie
une trajectoire composée d'enveloppes annuelles qui représentent le volume d'intégration de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable dans le réseau électrique de moyenne tension de sa zone de distribution pour la périodicité de 10 ans. Les enveloppes proposées sont exprimées en énergie fournie annuellement en gigawattheure. Donc, si joint l'extraction des enveloppes relatives à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et les sociétés délégatrices et régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité du Royaume. Le deuxième bulletin officiel, numéro 7058, du 20 janvier 2022, traite quant à lui la gestion des déchets et leur élimination. Il est relative aux déchets de polychlorobiphényl, les PCB. Donc c'est un arrêté qui fixe les prescriptions particulières relatives à leur collecte, à leur transport et à leur stockage et à leur traitement en vue de leur élimination ou de leur valorisation. Les prescriptions particulières concernent la collecte et le transport des déchets PCB, le stockage des PCB et le traitement des déchets PCB. Donc pour la première partie, elle précise que les déchets liquides doivent être collectés dans de grands contenants de 1000 litres. Les transformateurs des huiles doivent être emballés dans des emballages absorbants en métal. Les déchets de pays contaminés sont placés dans des contenants métalliques et les dispositions de l'étiquetage relatives au PCB. Le stockage des PCB doit être fait dans des zones spéciales et éloignées des autres déchets et matières, sur un sol en béton polymère époxy, avec une signalisation dédiée. Aussi, la détection incendie, l'interdiction de stockage près des sites sensibles, à savoir les hôpitaux, les écoles, etc. La durée de stockage elle est précisée à 6 mois et l'arrêté exige l'inventaire des déchets et la communication au ministère de l'Énergie. Et pour le traitement des déchets PCB, ils doivent être traités séparément dans des installations spécialisées ou conformément aux conventions de Stockholm et Bâle. L'arrêté a également annexé le bordereau de suivi des déchets de PCB avec ces trois parties, l'expéditeur, le collecteur-transporteur et le destinataire. Toujours sur le même BO, un arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux et des forêts sur la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole. C'est un arrêté qui complète l'arrêté numéro 256-91 du 25 décembre 1990. Les 4 laboratoires sont le laboratoire du Centre d'innovation agricole et de transfert de technologie de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est dédié aux analyses du sol et des plantes, le laboratoire de l'Institut national de recherche agronomique du milieu physique Rabaguiche, qui est spécialisé dans les analyses des sols, des plantes et des eaux, le laboratoire central d'analyse alimentaire, environnement agronomique et de CA pour les analyses du sol, des plantes et des eaux et résidus, et le laboratoire LA B2A pour les analyses des résidus et de la maladie Fusarium sur le matériel végétal du palmier Dati. Toujours sur le même BO, l'homologation de certaines normes marocaines et s'y joint une extraction de certaines normes qui sont en relation avec le domaine QS. Les normes NM de 002, 260 et 311, 312, 313, 315 et 306 relatives aux emballages des déchets médicaux et pharmaceutiques. Pour terminer les textes applicables du mois de janvier 2022, l'arrêté du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux et des forêts, modifiant et complétant l'arrêté numéro 1154, fixant la taille marchande minimale des espèces pêchées dans les eaux maritimes marocaines. S'y joint le tableau annexé qui précise la taille minimale réglementaire pour l'espadon. On arrive au mois de février. Alors, au niveau du BO 70-62 du 3-2-2022, un décret numéro 2-18-242 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi numéro 22-07 relative aux aires protégées. Donc le décret précise la création de l'aire protégée, les dispositions relatives au plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée, la délégation de la gestion de l'aire protégée, la commission technique des aires protégées et des dispositions diverses et transitoires et finales. Donc, en fin de la vidéo, je vais vous faire un aperçu sur les aires protégées au Maroc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour le mois de mars,
Le bulletin numéro 70-74 du 17-3-2022 est relatif à l'application des normes marocaines obligatoires. Donc, il s'agit des normes marocaines suivantes. La NM 03.2.171 qui est relative à l'alcool éthylique à usage industriel. La NM ISO 12757-1 et 2 relative au stylo à pointe bi et recharge. Partie 1, utilisation générale et partie 2, utilisation documentaire. La NM ISO 14145-1 et 2 relative au stylo roller et recharge. Idem, la partie 1, utilisation générale et la partie 2, utilisation documentaire. Et la NM-EN 14509 qui est relative au panneau sandwich autoportant isolant double pot à parement métallique, produit manufacturé. C'est une norme de spécification. Enfin, je vous informe que le projet de loi complétant et modifiant la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire a été soumis aux consultations publiques. Je vous signale que les textes d'application de la loi sont au nombre de 35, répartis entre décrets et arrêtés. Le premier changement concerne les exclusions d'application de la loi pour certains produits, comme les compléments alimentaires, les aliments pour animaux de compagnie, etc. Donc les principaux changements porte sur l'obligation d'enregistrement des exploitations et de la traçabilité des animaux et végétaux et de respect des dispositions de la biosécurité pour les produits primaires, le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Aussi, les interdictions liées aux produits retirés ou rappelés, à savoir le retraitement, la revalorisation, le reconditionnement et le réemballage, la saisie de produits et les infractions et les sanctions associées, notamment les procès-verbaux et suites à donner, les cas des produits saisis et leur destruction, la révision des infractions et sanctions. Il y a aussi un ajout de chapitre sur l'importation et l'exportation des produits, aussi les conditions pour la vente ou la vente à distance ou par voie électronique. Si vous voulez plus de détails, vous consultez le projet de loi disponible sur le site du secrétariat général du gouvernement. Maintenant, je vais vous donner un aperçu sur les aires protégées. Ce sont des espaces géographiques terrestres ou marins délimités dans lesquels des règles particulières peuvent s'appliquer pour la préservation du patrimoine naturel ou culturel et du développement durable. Le Conseil de l'Union internationale de la conservation de la nature catégorise les aires protégées en 6 types. Les réserves naturelles intégrales, ce sont des aires protégées gérées principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages. Zone de nature sauvage, c'est un aire protégé géré principalement à des fins de protection des ressources sauvages. Le parc national, aire protégée gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives. Le monument naturel, aire protégée gérée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques. Aire de gestion des habitats ou des espèces, aires protégées gérées principalement à des fins de conservation avec intervention au niveau de la gestion. Paysage terrestre ou marin protégé, c'est une aire protégée gérée principalement dans le but d'assurer la conservation de paysages terrestres ou marins à des fins récréatives. Aire protégée de ressources naturelles gérée, c'est une aire protégée gérée principalement à des fins d'utilisation durable des écosystèmes naturels. Au Maroc, l'histoire des aires protégées date de 1917 par la publication du Daher sur la protection et la conservation des forêts. En 1934, un Daher a été publié sur la création des parcs nationaux. En 1996, le plan directeur des aires protégées au Maroc les sites d'intérêt biologique et écologique. Et en 2010, la promulgation de la loi sur les aires protégées. Les parcs nationaux au Maroc sont au nombre de 10 et sont répartis sur tout le royaume. Pour les réserves de biosphère, ils sont au total de 4. C'est la réserve de l'Arganerie, la réserve de biosphère d'Oasis du sud du Maroc, la réserve de la biosphère intercontinentale de la Méditerranée et la réserve de biosphère de la Cédrée dans le Moyen Atlas. Les zones humides sont au total de 38, dont 4 sites ont été classés sites Ramsar en 1980. Il s'agit de la réserve de Merjazarka, réserve de Sidi Bouraba, réserve de la lagune Khnifis, réserve du lac Aglmen à Fenorir. L'objectif de la convention ratifiée à Ramsar en Iran en 1971 est d'enrayer la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser leur conservation ainsi que celle de leur flore et de leur faune, et de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle. 6 juin, la répartition des zones humides du nord jusqu'au sud du Maroc.
Donc la conservation de la nature reste l'objectif principal des aires protégées. C'est pourquoi beaucoup de mesures ont été engagées, à savoir l'élaboration de la réglementation, la création des aires protégées et la lutte contre la pollution de ces aires protégées. Merci. Et si vous avez des questions ou des sujets à approfondir, merci de me laisser des commentaires sous la vidéo. Bien, laissez-moi un email au niveau de mon adresse email. Merci. Bonjour, je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés. Comme je vous ai promis, je vais partager avec vous chaque fin de trimestre la veille réglementaire et légale en matière de QSE, afin de vous aider à mettre à jour la liste ou le recueil des textes applicables. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Durant ce trimestre, 6 bulletins officiels ont été publiés sur le portail du secrétariat général du gouvernement marocain. Donc 2 ont été publiés au mois d'avril, 2 au mois de mai et 2 au mois de juin, et qui portent les numéros 7100, 70 96, 70 92, 70 88 et 70 84 et 70 80. Il est à noter qu'il y a des publications qui sont faites en version arabe et qui ne sont pas encore traduites et publiées en version française. Donc aujourd'hui, l'analyse et la lecture de ces BO nous a permis de vous faire l'extraction des textes suivants. Donc le premier BO 7080 qui a été publié le 7/4/2022, est caractérisé par la publication du rapport annuel sur l'exercice 2020 soumis à Sa Majesté le roi Mohammed VI par le président du Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport présente l'analyse de la situation économique, sociale et environnementale du Maroc. Un nombre de points de vigilance a été souligné au niveau du rapport et qui porteront principalement sur les points suivants. Au niveau économique, la nécessité d'une restructuration industrielle, la réduction drastique du poids des différents obstacles et charges qui pèsent structurellement sur les entreprises innovantes ou à fort potentiel de développement, et l'accélération et la facilitation de la reprise de l'activité de l'entreprise à court terme et la réduction du risque de fermeture en masse à la sortie de la crise. Sur le plan social, le Maroc devrait poursuivre et accélérer le processus d'autonomisation économique des femmes dont le taux d'activité demeure en déclin depuis plusieurs années. Sur le plan environnemental, les actions qui ont été proposée, c'est la nécessité de mettre en place une stratégie d'intégration en amont et en aval des différentes énergies renouvelables dans l'économie nationale, l'accélération des actions à même de renforcer l'efficacité énergétique et la mise en place d'une politique audacieuse de dessalement de l'eau de mer. Aussi, il y avait une publication du texte numéro 310821 octroyant la subvention à la commercialisation des semences céréalières certifiées et des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction, ainsi que la prime au stockage au titre de la campagne agricole 2021-2022. Ce texte a défini comment la subvention à la commercialisation des semences céréalières et la prime de stockage vont être attribuées. Donc, elles concernent les semences d'origine nationale et les semences importées. Pour les semences d'origine nationale, les subventions ont été accordées aux semences certifiées issues des stocks de blé tendre de la récolte 2018, des stocks de report de blé tendre, blé dur et orge des récoltes 2019 et 2020 et de la production de l'année 2021. La valeur de la subvention est de 170 dirhams par quintal pour le blé tendre et 205 dirhams par quintal pour le blé dur et 300 dirhams par quintal à l'orge. Donc pour les semences importées, ça concerne les semences qui ont été en stock de report au titre des campagnes agricoles 2019 et 2020 ou provenant de la récolte de 2021 et les valeurs de subvention vont de 500 dirhams par quintal pour la catégorie G3 et 400 dirhams par quintal pour la catégorie G4. Et bien sûr, pour bénéficier, il y a des conditions qu'il faut respecter. Pour la prime de stockage, les sociétés semencières agréées bénéficient d'une prime de valeur de 5 dirhams par quintal par mois pour le blé
attendre sur une durée de 9 mois. Et elle est accordée au prorata des quantités commercialisées au cours de la campagne agricole 2020-2021 et pour un volume maximum de 220 000 quintals. Les chapitres 2 et chapitre 3 de ce texte détaillent les prix des semences certifiées et des autres semences pour le calcul de la subvention. Aussi, ce texte parle de la procédure d'octroi de la subvention et de la prime de stockage. Pour bénéficier, les sociétés agréées doivent déposer dans les 12 mois suivant la fin de la campagne de commercialisation des semences un dossier de demande de subvention au niveau des services concernés du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Pour la prime de stockage, le dossier relatif à la prime des semences certifiées est composé de la facture globale des stocks signée par le directeur de la société semencière établie sur la base d'une attestation précision la quantité éligible à la subvention de stockage délivrée par la direction du développement des filières de reproduction et un état récapitulatif des stocks des lots de semences céréalières délivrés par l'ONSA au début de la campagne agricole selon le modèle en vigueur. Ensuite, dans le même BELO, il a été publié des accords de cotisation pour certaines fédérations dont on cite la première, c'est la fédération FIMA Sucre. L'accord est étendu en totalité à l'ensemble des professionnels de la filière sucrière et devient obligatoire à l'égard de ces derniers. Les montants de la cotisation sont affectés au financement des activités de la FIMA Sucre. Il est à signaler que les montants de cotisation serviront pour le financement des activités de la fédération, dont on cite une extraction, l'organisation et le développement et l'intégration de la filière sucrière, le renforcement de la conception et la coordination entre les différents partenaires, la défense des intérêts des producteurs et des transformateurs des plantes sucrières, la réalisation des actions de recherche et développement, etc. Le montant de la cotisation est de l'ordre de 1 dirham par tonne de betterave ou de canne à sucre traitée par les unités industrielles, que ce soit pour les transformateurs ou pour les producteurs. Aussi, un accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes, qui est connue par Maroc Citrus. Donc, ces montants également serviront à la réalisation des programmes visant le renforcement de la recherche appliquée, la promotion et le développement des signes distinctifs d'origine et de qualité et des productions biologiques des produits de la filière, la promotion auprès des professionnels de la filière des bonnes pratiques en matière de protection et préservation de l'environnement, la réalisation d'études et d'enquêtes sur la filière agrumicole, la diffusion des informations relatives aux produits de la filière et au marché, etc. Donc le montant de cotisation a été fixé à 10 dirhams par tonne d'agrumes exportés. Les statistiques officielles sont déclarées auprès de l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. Le troisième et le dernier accord publié sur le même BO concerne la cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Le montant de la cotisation est fixé à 0,50 dirhams par poussin reproducteur chair et pente pour les reproducteurs poules Gallus et de 0,10 dirhams par poussin d'un jour type chair et pente pour les poussins d'un jour espèce poule type chair et type pente, et le montant de la cotisation est fixé à 3 dirhams par dinde de noix reproducteurs pour les reproducteurs de dinde Milgris. Les statistiques officielles sont recueillies auprès de l'Office d'échange et ou à l'administration des douanes et impôts indirects et ou aux services compétents relevant du ministère de l'Agriculture. Le même BO comporte un arrêté du ministre de l'Industrie fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restriction quantitative à l'importation et à l'exportation. La liste a été complétée par les huiles d'argan torréfiées et non torréfiées dans les emballages supérieurs à 5 litres. Aussi, il a été publié la liste des laboratoires privés agréés par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. La liste comporte le nom du laboratoire agréé, le domaine d'activité, le type d'analyse pour lequel le laboratoire a été agréé, le numéro de l'agrément et l'adresse. Le deuxième texte porte sur la protection de variétés par certificat d'obtention végétale. Donc la liste comporte l'espèce, on prend l'exemple du fraisier, le numéro et la date du dépôt, la dénomination de la variété, l'obtenteur
et son adresse, le déposant et son adresse, et bien sûr la durée pour laquelle le certificat d'obtention végétale sera protégé. Toujours dans le même BO, il a été publié un arrêté numéro 694-22 qui impose l'application du droit anti-dumping provisoire sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matière textile à fabrication mécanique originaire de Chine, d'Égypte ou de Jordanie pour une durée de 6 mois. L'anti-dumping, c'est l'action d'imposer un droit d'importation supplémentaire sur le produit considéré en provenance du pays exportateur concerné afin d'en rapprocher le prix de la valeur normale ou d'éliminer le dommage causé à la branche de production nationale du pays importateur. On passe au deuxième BO 7084 du mois d'avril. Au niveau de ce BO, on trouve l'arrêté du ministère de l'Agriculture numéro 691-21 qui est relative aux documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques. Il exige le certificat de capture et autres documents dans un délai minimum de 4 jours ouvrables et pour les produits frais au moins 4 heures avant l'arrivée prévue au poste frontalier, plus des documents dont le modèle est fixé en annexe 1. En plus, il y a exigence du certificat attestant que le produit halieutique importé n'est pas issu d'une pêche. Au niveau du premier BO du mois de mars, il y a l'homologation des normes marocaines, dont une extraction est présentée ici. NM 08.4.049 relative au fromage en saumure. NM 084.057 relative au lait en poudre et la crème en poudre. Donc, je vous invite à lire l'ensemble des normes qui ont été homologuées au niveau du BO ou bien au niveau du site de l'Imanor. Il y a aussi une publication d'un avis aux importateurs et exportateurs modifiant la liste transitaire agréée en douane du 22/3/2022. Ça portera sur une mise à jour de la liste des transitaires agréés en douane. Il y a aussi des radiations d'agrément. Pour application de la loi 05-20 relative à la cybersécurité, il a été publié une liste de prestataires d'audit qualifiés par l'Autorité nationale de la cybersécurité. La cybersécurité est la pratique consistant à protéger les systèmes, les réseaux et les programmes contre les attaques numériques. Sur le même registre, il a été publié des prestataires de services de certification électronique agréés par l'Autorité nationale d'agrément et de surveillance de la certification électronique. L'extrait de la liste comprend la dénomination sociale, l'adresse, le siège et les références des décisions portant la qualification. Le deuxième BO du mois de mai, numéro 7092, il est à noter qu'il n'y avait rien à signaler. On passe au mois de juin. Au niveau du premier BO du mois de juin, il a été publié le décret numéro 2-21-965 qui approuve le plan national du littoral. Le plan national du littoral, il a été établi pour une bonne gouvernance du littoral, pour mettre en cohérence les instruments de planification et d'aménagement des territoires qui comprennent des espaces du littoral ainsi que des programmes d'investissement. Il a été aussi élaboré pour protéger, préserver et prévenir la dégradation des espaces du littoral par des mesures spécifiques adaptées aux problématiques posées. Pour la valorisation du patrimoine du littoral en tenant compte des équilibres à respecter aux fins de sa conservation. Et aussi pour améliorer la connaissance pour assurer une gestion intégrée du littoral, notamment par la promotion de la recherche et de l'innovation, et pour renforcer les capacités et la mobilisation de tous les acteurs socio-économiques pour la protection et la valorisation du littoral. Le deuxième texte relevé, c'est le décret numéro 2-22-136 qui est relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du couscous et des pâtes alimentaires commercialisées. Le texte fixe en plus de la dénomination couscous, couscous complet, pâtes alimentaires œufs, pâtes alimentaires au lait, les opérations, quelles sont les opérations illicites qu'il faut éviter. Il parle aussi des conditions de traçabilité. Il précise également que les critères microbiologiques, les limites des contaminants
et des résidus phytopharmaceutiques ne doivent pas dépasser les limites fixées par la réglementation, traite aussi l'étiquetage qui doit être conforme aux dispositions du décret numéro 2-12-389. Il y a lieu de souligner que l'arrêté du 10 août 1955 relatif à la fabrication des pâtes alimentaires a été abrogé à partir de la date de publication du présent texte. Il y avait deux textes relatifs à la pêche maritime au niveau du même BO. Le premier qui est relatif à l'interdiction temporaire du pêche et de ramassage du concombre de mer dans les eaux maritimes marocaines jusqu'au 31 décembre 2023. Et un autre arrêté réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache. L'autorisation, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022, fixée à 160 kg par an et par navire. Le nombre de navires est fixé à 10. Le tonnage global de chaque navire ne doit pas dépasser 28 unités de jauge brute. Le nombre de plongeurs autorisés par navire est fixé à 3. Et il y a aussi le modèle de déclaration des quantités de corail rouge débarqué. L'analyse du BO 7100 n'a relevé aucun texte. Donc ma présentation touche sa fin. J'espère que ma présentation vous aidera à mettre à jour vos recueils de textes applicables et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers QSE. La présentation d'aujourd'hui sera sur la veille réglementaire et légale du troisième trimestre, juillet, août, septembre 2022. Je rappelle que ça concerne les bulletins officiels publiés en version française. Donc le mois de juillet a été caractérisé par la publication de deux bulletins, le premier le 7-7-2022 et le deuxième le 21-7-2022. Également le mois d'août a été caractérisé par la publication de deux BO, un BO 71-18 bis et 71-14. Et le mois de septembre, deux bulletins officiels qui ont été publiés respectivement le 1er 9 2022 et le 15 9 2022. Après analyse et examen de l'ensemble des BO, s'y joint une extraction des textes qui sont applicables en matière de qualité, sécurité, environnement, énergie, sociale, etc. Donc on va examiner le premier bulletin qui a été publié le 7-7-2022 qui a porté le numéro de 71-06. Au niveau de ce bulletin, on trouve une multitude de textes. Donc le premier texte, c'est la publication de la loi numéro 54 et 19 portant charte des services publics. Aussi, la loi numéro 81-21 modifiant et complétant la loi numéro 40-80 qui porte sur la création de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Il y a aussi un arrêté du ministre de l'Agriculture qui fixe les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement des navires de pêche étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dans la zone sud. Des décisions du directeur de l'IMANOR
portant sur l'homologation des normes marocaines. Et il y a des arrêtés du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural des eaux et forêts pour l'agrément de commercialisation des semences et de plantes. Et il y a un autre arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce relative à l'extension de l'agrément du laboratoire public LP2E pour l'évaluation de la conformité des produits industriels et également l'extension de l'agrément de la société Analysis and Control Laboratory. On va passer à l'extraction des principales exigences publiées au niveau de chaque texte. On va commencer par la loi numéro 54-19 qui porte sur la charte des services. Elle fixe les principales règles de bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des autres collectivités territoriales et des organismes publics. Donc, cette loi comporte des objectifs et des principes afin d'améliorer la qualité des prestations publiques et la facilitation de leur accès, l'égalité entre tous les usagers, l'équité dans la couverture du territoire national et pour améliorer la qualité à travers la délivrance de prestations qui répondent aux besoins et attentes des usagers en mobilisant tous les moyens disponibles et en prenant en considération l'atteinte de l'efficience et de l'efficacité. C'est une nouvelle notion, c'est l'efficience. Donc il y a bien sûr d'autres principes que je n'ai pas repris, donc que je vous invite à lire au niveau du bulletin officiel. Ensuite, il y avait des règles, la précision des règles régissant la relation des services publics avec les usagers. On trouve au niveau de la section 1 l'ouverture et la communication, la section 2 l'accueil des usagers, des dispositions relatives à l'accueil des usagers. La troisième section porte sur la délivrance des prestations publiques et la quatrième est relative au traitement des doléances. Un autre chapitre également a été détaillé au niveau de la loi qui est relative à l'efficience et à l'efficacité des services publics et on trouve dans ce chapitre 3 sections. La première section est relative à l'organisation et la gestion des services publics. La deuxième section elle est relative à la gestion des ressources humaines et la quatrième section, quant à elle, traite la gestion des moyens généraux. Aussi, il y a un chapitre relatif à la moralisation des services publics. Un nombre de points étaient détaillés, dont une extraction, être neutre, objectif et impartial, ne pas abuser du pouvoir ou d'influence, faire preuve de l'esprit de responsabilité et de l'initiative. Il y a aussi un chapitre sur l'observation, sur l'Observatoire national des services publics. Donc, c'est un observatoire qui a pour mission l'observation du niveau de performance des services publics et de la qualité des prestations rendues. Également, il y a un renvoi pour la fixation de l'organisation, la composition, les mécanismes et les modalités de fonctionnement de cet observatoire. On passe à la deuxième loi, qui est relative à la modification et le complément de la loi numéro 40-80 portant création de l'Institut national de la recherche économique. Et qui résume les éléments suivants. L'INRA procède aux recherches scientifiques, techniques et économiques ayant pour objet le développement durable de l'agriculture et de l'élevage, d'effectuer des études prospectives, en particulier celles qui portent sur le milieu naturel ou qui ont attrait à l'amélioration de la production végétale ou animale, de réaliser des essais sur des cultures nouvelles, de participer avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, pour l'encadrement et l'accueil des étudiants et stagiaires, d'initier et de participer dans le cadre de ces missions à des programmes visant la préservation et la conservation de la diversité biologique, d'abriter aussi et gérer la collection nationale des ressources phytogénétiques, des ressources génétiques animales et des micro-organismes pour l'alimentation et l'agriculture, conformément aux engagements internationaux du Royaume du Maroc en la matière. C'est une extraction des principales missions
et attribution de l'Institut national de la recherche agronomique. L'arrêté, quant à lui, numéro 2056-21, il vient pour modifier et compléter l'arrêté numéro 3195 qui fixe les conditions de délivrance des autorisations d'affrètement de navires de pêche étrangers pour la pêche des espèces pélagiques dans la zone sud. Les principaux changements portent sur le modèle d'autorisation d'affrètement et l'instance de délivrance de l'autorisation. C'est un avis conforme par la commission présidée par le directeur de la pêche maritime, comprenant le directeur des industries de la pêche, le directeur du contrôle des activités de la pêche maritime, le directeur général de l'Office national des pêches et le directeur de l'Institut national de recherche halieutique. Les décisions du directeur de l'Institut marocain de normalisation, numéro 1508-22 et 1309-22, portent sur l'homologation des normes marocaines sur plusieurs thématiques. Il y a les systèmes frigorifiques et air comprimé, les caoutchoucs, les cigarettes et tabac et produits de tabac, la microbiologie de la chaîne alimentaire, les systèmes de management de l'énergie, les emballages, les méthodes d'analyse relatives à la viande et produits à base de viande. Toujours sur le même BO, 7106, publication d'arrêté pour agrément pour la commercialisation des semences et des plantes, et ça concerne la société Astrachem Maroc pour la commercialisation des semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, des oléagineuses, des semences standards de légumes et des plantes certifiées de pommes de terre. La société Mundiriz pour commercialiser des semences certifiées du riz, la pépinière le Ma'amriya pour commercialiser des plantes certifiées de palmiers dattiers et la société Manal Plantation pour la commercialisation des plantes certifiées d'oliviers, de vignes, de figuiers, de rosacées à pépins, des semences et plantes certifiées de rosacées à noyaux. Également, il y a de l'étendue d'agrément pour la société Analysis and Control Laboratory pour effectuer les évaluations de la conformité des produits, cahiers scolaires et articles assimilés fabriqués à partir de pâtes vierges et de pâtes recyclées, les stylos et leurs recharges, l'alcool éthylique à usage industriel, le cuir et les articles chaussons et les isolants liquides pour la même durée de validité restant de leur agrément initial. Et le laboratoire public d'essais d'études LP2E pour effectuer les évaluations de la conformité des cahiers scolaires et articles assimilés fabriqués à partir des pâtes vierges, des cahiers scolaires et articles assimilés fabriqués à partir des pâtes recyclées pour la durée de validité de l'agrément initial. On passe au deuxième BO du mois de juillet qui a été publié le 21/7/2022 et qui a été marqué par la publication d'un arrêté relatif à la fixation de la liste des produits microbiologiquement très périssables, leur date limite de consommation et la température de leur conservation, et aussi la décision d'homologation de certaines normes marocaines. L'arrêté relatif aux produits alimentaires qui fixe la liste des produits microbiologiques très périssables concerne les produits alimentaires. On trouve la date limite de consommation et les températures de conservation, les produits laitiers, les produits de la pêche, poissons frais, poissons congelés, poissons fumés, poissons gras, poissons maigres, semi-conserves de poissons, etc. Les plats cuisinés, les œufs et ovoproduits, les produits d'épicerie, les graisses alimentaires congelées et surgelées, les pâtes alimentaires fraîches farcies avec des produits animaux ou d'origine animale réfrigérés, et les eaux et boissons, les jus de fruits frais conditionnés réfrigérés et les jus de fruits frais réfrigérés conditionnés sous vide. La durée de 2 jours et la température elle est fixée à 3 degrés. C'est l'exemple des eaux et boissons. Donc la décision du directeur de l'Institut porte
sur l'homologation des normes marocaines. Il y a toute une liste dont on fait une extraction. Il y a les matériels de système de téléconduite, les relais électriques, les vêtements de protection contre les produits chimiques, les vêtements de protection contre la pluie, les vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides, etc. Donc je vous invite à lire en détail la liste publiée au niveau de ce BO. On passe au mois d'août. Le bulletin officiel 71-14 a été publié le 14 août 2022 et a concerné la publication d'un décret numéro 2-22-243 relatif à la protection des végétaux. Et aussi, il y a un arrêté relatif aux semences à cultiver. Donc, il fixe les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc. Il y a un arrêté sur l'alimentation animale et qui fixe la liste et les teneurs maximales des substances indésirables dans les aliments pour animaux, ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale. Pour les produits de la pêche maritime, il y a un arrêté qui a été publié qui modifie l'arrêté 3049-19 relative à la pêcherie des petits pélagiques de l'Atlantique Sud. Et aussi, il y a un arrêté qui est relatif aux transformateurs de puissance et fluides utilisés dans les applications électrotechniques. Et un arrêté qui a rendu une norme obligatoire. Donc, on commence par l'extraction des principales exigences du décret relatif à la protection des végétaux. Ce décret vient pour détailler l'article 26 de la loi numéro 76-17 qui est relative à la protection des végétaux, qui a été publié le 14 juillet 2021. Cet article exige que toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets, doit, lorsqu'elle constate la présence d'un organisme nuisible sur ou dans ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou lorsqu'elle a des raisons de suspecter une telle présence, en faire immédiatement la déclaration à l'autorité compétente. Donc, le détail de ces obligations est comme suit. Donc, le premier chapitre est relatif aux modalités de surveillance phytosanitaire. Dans ce chapitre, on trouve principalement les mentions que doit contenir la déclaration. Le chapitre 2 est relatif au contrôle phytosanitaire des végétaux, de produits et autres objets à l'importation ou transité sur le territoire national. Donc, il précise les modalités d'autorisation et l'inspection phytosanitaire au poste frontière, contrôle documentaire, le détail des contrôles documentaires et le contrôle physique, et ce qui donne lieu à un certificat phytosanitaire qui est également annexé au niveau du décret. Le chapitre 3, il renvoie à des dispositions diverses. Toujours sur le même BO du 4 août 2022, il y a un arrêté du ministre de l'Agriculture numéro 895-22, modifiant et complétant l'arrêté du ministre de l'Agriculture de la Réforme agraire du 20 avril 1980 et qui fixe les conditions d'importation et de commercialisation des semences à cultiver au Maroc. Donc, principalement, il y a deux articles. Le premier est là concerné la mise à jour de la liste des semences importées. Et le deuxième, il renvoie à l'article 3 qui a été abrogé par les dispositions suivantes. L'importation des semences issues de variétés non inscrites au catalogue officiel en quantité limitée aux fins d'essais préliminaires, du catalogue ou d'essais de recherche. Les quantités de ces semences sont autorisées à l'importation par l'ONSA au niveau de leur site web, et l'exigence précise à ce que les semences autorisées à cet effet ne doivent en aucun cas être commercialisées sur le marché national ou cédées à titre gratuit. Le deuxième arrêté
du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux vient modifier et compléter la liste et les teneurs maximales de substances indésirables dans les aliments pour animaux, ainsi que la liste et les limites d'utilisation des additifs, des prémélanges, des aliments composés et des aliments complémentaires destinés à l'alimentation animale. Donc, l'article 1er précise que l'article 3 a été abrogé et remplacé par ce qui suit. Donc, les aliments pour animaux ne doivent pas contenir d'additifs, de prémélange d'aliments composés et d'aliments complémentaires pour animaux, ne figurant pas sur la liste fixée par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ou dépassant les limites mentionnées dans la dite liste. Donc, il y a une liste établie suivant le modèle 6 juin. Donc, il y a les additifs par type, les agents liants antimotants et coagulants, les agents émulsifiants, stabilisants, épaissants et gélifiants, les conservateurs, les colorants, les vitamines, les oligo-éléments et les acides aminés, leurs sels et produits analogues, les additifs zootechniques, les micro-organismes, les substances aromatiques et apéritives, et aussi une rubrique pour les prémélanges d'additifs et les aliments complémentaires. Il est à noter que l'ancienne liste il demeure applicable jusqu'à la publication de la nouvelle liste mise à jour. Le troisième arrêté du ministre de l'Agriculture est relative à la pêcherie des petits pélagiques de l'Atlantique du Sud et il concerne principalement la quantité qui a été fixée à 945 000 tonnes annuelles au lieu de 1 million. On arrive à l'arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce numéro 1685 qui est relatif aux transformateurs de puissance et aux fluides pour application électrotechnique. Cet arrêté fixe les caractéristiques des transformateurs de puissance et des fluides pour application électrotechnique au plan de leur sécurité relative à leur composition, ainsi que les mesures permettant d'assurer leur traçabilité et leur évaluation. Aussi, l'interdiction de la présence de polychloribufényl, qui est le PCB, au niveau des transformateurs de puissance et fluides pour application électrotechnique, et que le responsable de la mise sur le marché des transformateurs de puissance et des fluides pour application électronique doit, avant cette mise sur le marché, disposer d'un certificat d'exemption de PCB, délivré par un organisme d'évaluation de la conformité agréé. Donc, on passe au dernier arrêté de ce BO, 7114, qui est relatif à la publication de la norme marocaine NM 11.4.020, qui est rendue obligatoire et qui est relative aux sacs non tissés en polypropylène réutilisables pour emporter les produits et articles de commerce, spécifications, exigences et essais. Donc le BO 71-18 du 18 août 2022, donc l'analyse n'a révélé aucun texte relatif au domaine analysé. On passe au mois de septembre. Donc le mois de septembre a connu la publication de deux BO, 71-22 et 71-26. Le BO de 71-22 qui a été publié le 1er 9 comporte l'institution d'une cotisation obligatoire par la Fédération interprofessionnelle de la filière de lait et un arrêté fixant les modalités de délivrance des autorisations pour l'exercice des activités relatives au cannabis. Et aussi un arrêté relatif au maintien du droit d'antidumping définitif appliqué aux importations de contreplaqué originaires de la République populaire de Chine. Donc le premier arrêté qui est relatif à la cotisation obligatoire, les membres ont convenu l'instauration d'une cotisation obligatoire en vue d'organiser et mieux valoriser la filière du lait au Maroc et pour assurer le financement des différentes actions et les prérogatives de Maroc Lait. Le montant des cotisations à payer par les établissements et entreprises du traitement du lait agréé a été fixé à 1,25 centimes par litre de lait réceptionné sur la base des quantités du lait réceptionné par ces établissements l'année précédente de l'exercice considéré et enregistré sur le registre tenu à cet effet par les dits établissements et entreprises.
Donc le deuxième arrêté, il fixe les modalités et les conditions d'octroi de l'aide de l'État pour l'acquisition des génisses de races laitières importées. Il fixe le montant de la subvention pour l'acquisition de reproducteurs des espèces bovines mentionnées à l'article 2 comme suit. 3 000 dirhams par tête pour les 3 premières génisses importées, 5 000 dirhams par tête de la 4e à la 10e génisse importée et 2 500 dirhams par tête pour la 11e génisse importée et au-delà. Donc cette subvention est accordée pour l'acquisition des génisses importées au cours des 2 années suivant la date de publication du présent arrêté et dans la limite de 20 000 têtes. Les génisses laitières importées doivent appartenir aux races bovines définies au niveau BO. L'arrêté fixe également les conditions d'octroi et qui exige la présentation d'une demande de subvention ou le dépôt d'une demande de subvention contre un récépissé selon le modèle fixé dans l'arrêté, plus un dossier qui constitue des éléments des copies de CIN, des éléments à présenter auprès du service compétent de la Direction provinciale de l'agriculture, DPA, ou de l'Office régional de mise en valeur agricole ORMVA, dans le ressort duquel se trouve l'exploitation abritant là où les génisses concernées. Donc, si joint les modèles de demande de subvention, on passe au deuxième texte qui est l'autorisation pour les usages licites du cannabis. C'est des demandes qui sont déposées à l'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. La composition des dossiers des demandes d'autorisation concerne la culture et la production du cannabis, la création et l'exploitation des pépinières du cannabis, l'exportation ou l'importation des semences et des plantes de cannabis, la transformation et de fabrication du cannabis et de ses produits, le transport du cannabis et de ses produits, la commercialisation ou l'exportation du cannabis et des produits à des fins industrielles et l'importation des produits du cannabis à des fins industrielles. Donc c'est la constitution des dossiers. Donc on trouve plusieurs annexes. Donc ce modèle, il est relatif à la demande d'autorisation d'exercice d'activité. On passe au dernier BO publié au mois de septembre qui est le 15/9/2022 et qui a comporté l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur la commercialisation des produits agricoles. Donc le rapport a commencé par un diagnostic qui a révélé que malgré les réalisations substantielles enregistrées depuis les années 60, notamment en termes d'amélioration de la couverture des besoins nationaux en produits alimentaires de grande consommation, des insuffisances constatées dans le processus de production et les circuits de commercialisation. Donc le système de commercialisation actuel connaît un ensemble de fragilités et de dysfonctionnements organisationnels et fonctionnels dont le Conseil cite une faible coordination entre les parties prenantes au niveau national et territorial, l'intermédiation excessive et peu contrôlée notamment au niveau de l'offre orientée vers les marchés de gros, la faible capacité des petits et moyens agriculteurs à s'organiser pour écouler dans de bonnes conditions leurs produits, une digitalisation encore très faible des processus de commercialisation et de valorisation des produits agricoles et l'accès de plus en plus difficile à certains marchés extérieurs en raison des exigences des pays importateurs, surtout en termes de respect des normes sanitaires, et des pertes importantes et un gaspillage des produits agricoles tout au long des circuits de commercialisation ou l'absence d'un dispositif encadré et intégré dans les plans et programmes de développement. Face à ça, il y a des mesures proposées par le Conseil et qui sont résumées en 10 points. Les plus importantes sont le renforcement des dispositifs de régulation des prix mis en place pour la filière céréalière et concevoir des dispositifs adaptés aux spécificités des autres filières agricoles, consolider le rôle des coopératives agricoles marocaines, revoir les modèles et les mécanismes d'accompagnement et d'organisation des agriculteurs en coopérative
ou groupement d'intérêt économique, mettre en place un cadre réglementaire précis et opposable pour réguler et repenser le rôle et les missions des métiers de l'intermédiaire et expliquer ses droits et devoirs au niveau de la chaîne de commercialisation, accélérer la réforme des marchés de gros en veillant à substituer au système rentier actuel un dispositif ouvert à la concurrence et conditionné par le respect d'un cahier des charges, renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes au niveau national et territorial, et développer le segment de transformation des produits agricoles, fruits et légumes en orientant certaines productions vers la transformation. Également, l'accélération de la transformation digitale de la commercialisation pour favoriser l'inclusion des petits et moyens producteurs, favoriser les circuits courts de commercialisation à caractère coopératif et encourager le commerce de proximité et adopter une loi pour lutter dans l'esprit de l'économie circulaire contre les pertes et les gaspillages des produits agricoles au niveau de la distribution, du stockage et de la commercialisation. Donc voilà, on a fait le tour de la réglementation publiée dans le troisième trimestre de l'année 2022. J'espère bien que ma présentation vous sera utile et je vous donne rendez-vous pour le dernier trimestre de cette année pour boucler l'actualité réglementaire et légale au Maroc en matière de QSE. Donc je vous remercie.